300 mètres de large, 2 km de long. L'île de Chaillac est la plus grande île naturelle sur la Vienne. L'endroit idéal pour vous inviter à partir le long de cette rivière à la découverte d'histoires passionnantes. Nous irons tout d'abord au château de l'Aumônerie, un petit joyau Renaissance dans la même famille depuis plus de 250 ans. Puis nous irons juste à côté, à Saint-Junien, la cité du Gant, à la rencontre d'une dynastie qui depuis 4 générations perpétue ce savoir-faire ancestral. Enfin, nous aurons le privilège de pénétrer dans l'atelier de Marc Petit, l'un des sculpteurs de bronze les plus réputés au monde, cap sur le Limousin, au fil de la Vienne. La Vienne, l'un des principaux affluents de la Loire, prend sa source sur le plateau de Millevaches. Avant de rejoindre les plaines de Touraine, le cours d'eau traverse le Limousin et le Poitou-Charentes. Nous voici à Aix-sur-Vienne, à 30 minutes de Limoges. C'est ici qu'Éric a rendez-vous avec une famille dont le destin est lié depuis des siècles à un monument singulier, le château de l'Aumônerie. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. La première vision est très intéressante parce que ce n'est pas un château qui fait dans le tape à l'œil, il y a de l'élégance malgré tout. Merci. C'est effectivement une maison un peu rustique. On est concept maison au champ de la Renaissance. Donc ça a été construit vers 1540 par un monsieur qui s'appelait Jean Chantois, élu pour le roi. Alors, tu sais, les élus pour le roi, c'est un tout petit peu Louis de Funès dans le foyer des grandeurs. C'était ceux qui collectaient la taille. Ah ouais. Ça pour le roi, ça pour moi, etc. Tu as un attachement particulier avec ce lieu. C'est une maison familiale depuis plus de 300 ans. J'en ai hérité il y a 15 ans. Et avec ma femme, on a commencé par la restaurer comme maison de vacances, même si maintenant j'y passe la plupart de mon temps. Il arrive parfois que les châteaux soient des coquilles vides. C'est pas le cas, il est meublé. Non. On a eu quelque chose d'assez exceptionnel ici, c'est qu'en fait, le décor n'a pas vraiment changé, enfin, on peut changer, depuis le moment où ce décorum 18e a été fait, à 1760-1770. Donc ça, c'est l'avantage, que le château soit dans la même famille depuis longtemps. Voilà, et il n'y a pas eu de jeu de partage, tout est resté là par une grande chance. On visite donc un lieu vrai, c'est ça, pas avec des meubles achetés ailleurs. Exactement. Et alors, je vais vous détailler ça. Donc, bien sûr, il y a les tapisseries. Donc, vous voyez, ces 8 tapisseries de Busson, qui sont la suite, s'appellent les amusements champêtres, les cartons de Juillard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été faits pour ces murs, ils sont sur ces murs aujourd'hui. Et bien sûr, il y a eu des restaurations et des choses comme ça. Elles sont passées 4 ans à Busson. Avoir des tapisseries d'Aubusson, à cette époque, c'était affiché, quoi. Ce sont des manufactures royales. On montre qui on est. Alors oui, il y avait des tapisseries sur tous les murs, parce que pour des questions de confort, de chaleur, des choses comme ça. Et puis les tapisseries avec personnages. Alors, les tapisseries et personnages étaient beaucoup plus prestigieuses, bien sûr. Passionné de patrimoine, mais aussi de jardin, de nature, Guillaume a trouvé ici de quoi s'épanouir. Son attachement à ce château ne s'explique pas uniquement par des raisons familiales. Pourquoi est-ce que tu tenais absolument à m'emmener ici, au bord de Vienne, Guillaume ? L'aumônerie, ça vient de l'asmosnerie, donc la pêcherie en vieux limousin. Et donc, ici pêchaient des saumons et des choses comme ça, mais surtout aujourd'hui, la vie ici est ponctuée, rythmée par le bruit de la Vienne. Dans les chambres, on dort avec le bruit de la Vienne. Ça nous donne une sorte d'énergie lente et forte, quelque chose d'intéressant, une énergie positive vraiment très très intéressante. Et toute la journée,
on est en contact avec cette eau qui est partout, qui est magique. Et donc ici, on a vraiment voulu créer quelque chose, un endroit particulier qui amène à recevoir cette énergie, à être en contact avec ces éléments forts, quoi. Quelle jolie cabane, Guillaume. C'est quoi, c'est de l'osier? Oui, c'est de l'osier, où petit à petit, l'osier vivant va remplacer l'osier sec. C'est ça l'histoire. Une cabane vivante, Une quoi. cabane vivante, et où cette atmosphère est incroyable. On n'a pas le même ressenti lorsqu'on est en dehors et lorsqu'on s'assied sur ces petits morceaux de bois. En philosophie occidentale, le paysage est ce que je vois. Je bouge de 5 cm, le paysage a changé, donc le paysage n'a pas d'existence, c'est moi qui lui en donne une. Je suis dans un mode de connaissance, d'observation, de domination quelque part du paysage. En philosophie orientale, au contraire, je regarde cette vue prenante et je me perds moi, je rentre dans le Tao. Et c'est une approche complètement différente. On passe de la connaissance à la connivence, on rentre dans le paysage et j'espère qu'on a réussi à recréer ici cette espèce de mouvement où on s'abandonne, on est dans le lâcher-prise, la nature respire et nous emmène. Une rivière ne dessine pas seulement les paysages. Elle participe également à écrire l'histoire des hommes dans un territoire. Direction Saint-Junien, l'un des berceaux français des gants de peau. L'activité qui s'est développée à la Renaissance va connaître au XIXe siècle, à l'ère industrielle, son apogée. Dans cette usine, aujourd'hui à l'abandon, Éric part sur les traces d'un patrimoine ouvrier que certains essaient de sauver de l'oubli. Explique-moi où on se trouve, Franck. On est ici dans une des très grandes mégisseries qui était installée sur les bords de la Vienne au début du XXe siècle. Elle est fondée vers 1890 par un industriel local qui s'appelle André Dessla, qui est un personnage extrêmement dynamique, qui va développer très rapidement, en moins de 10 ans, cette usine, qui va occuper jusqu'à 250 salariés, ce qui est quand même tout à fait important. Et André Dessla, il va vendre ses peaux en France, en Europe et même jusqu'aux États-Unis. Nous sommes au bord de la Vienne. Explique-moi l'importance de l'eau dans le process industriel. Il est absolument déterminant. La mégisserie a besoin d'énormes quantités d'eau pour produire des peaux. Parce que la peau, quand elle arrive de l'abattoir, il faut imaginer qu'elle est sale, elle est chargée de graisse, et il va falloir donc la laver, la tremper. J'imagine l'odeur, l'ambiance, la dureté du travail ici. Oui, c'était terrible. L'humidité permanente, la quasi-obscurité, l'odeur effectivement des peaux quand elles arrivent de l'abattoir. C'est une sorte de bagne, c'est comme ça qu'on appelait l'usine aussi à Saint-Junien. La mégisserie, c'était le bagne. On a pris de la hauteur par rapport à la rivière et d'ailleurs, on sent presque mieux. C'est moins humide ici. Oui, bien évidemment. Tout à l'heure, c'était en atmosphère humide. Là, au premier étage, on est dans une atmosphère sèche, je dirais même lumineuse. C'est la salle des palissonneurs. Les peaux viennent du grenier, du séchoir. Elles arrivent cartonneuses, sèches, et il va falloir les assouplir. Ce sont des ouvriers qualifiés, qui ont appris le métier et qui ont une certaine indépendance d'ailleurs dans leurs horaires de travail, dans la répartition de leur journée. Donc des ouvriers qui ont le sentiment effectivement d'appartenir à une classe un peu supérieure. Mais encore au-dessus, il y aura les coupeurs gantiers. Là, on est au dernier étage, c'est-à-dire le séchoir. Je me suis rendu compte en t'écoutant que visiter un lieu comme celui-là, c'est-à-dire une friche industrielle, avec quelqu'un qui sait ce qui s'est passé, ça change absolument tout. Ça change le regard. C'est-à-dire, je ne vois plus seulement que les murs et l'état délabré, mais tout d'un coup, il y a de l'humain, il y a de la chair qui arrive. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est difficile, faire comprendre que ce qui nous reste, c'est un squelette, qu'il y avait ici une vie, que c'était quelque chose d'extrêmement dynamique, extrêmement actif. Et il faut une mise en valeur. Ce patrimoine, malheureusement,
une grande partie va disparaître. Pour toi, c'est essentiel de ne pas oublier cette histoire. Oui, il y a un attachement par mon histoire familiale. Je suis d'une famille de gantiers, donc à Saint-Junien, la ganterie, la mégisserie, c'est toute l'histoire de la ville. C'est un patrimoine extraordinaire. Un patrimoine en piteux état, ici, il faut bien le reconnaître, mais qui raconte une histoire de réussite industrielle, d'une ville qui se fait une réputation au niveau national, presque mondial. C'est aussi une histoire humaine, avec ses ouvriers, ce travail, mais une histoire qui a fait la richesse de la ville. Au début du XXe siècle, les gants fabriqués à Saint-Junien étaient exportés jusqu'aux États-Unis. Mais la concurrence étrangère, les changements de mode vestimentaire ont causé la fermeture de la quasi-totalité des entreprises. Aujourd'hui, il en reste encore 3 sur les 75 que comptait la ville, dont la ganterie Agnelle, labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Je t'ai aperçu, Olivier, en train de tirer sur ces cuirs. Pourquoi ? La particularité du cuir, c'est s'il n'est pas étiré, il risque de rester flasque et de partir dans tous les sens. Ah ouais. Alors que là, cette étape-là a pour but de donner un sens aux gants, c'est-à-dire le sens de la main, pour pas que les doigts s'allongent plus tard à la couture ou que les doigts tournent. Voilà, là, je vais avoir une main gauche, une main droite. Pareil, ce sont des peaux à 2 paires. D'accord. Donc là, je vais avoir ma main. Et après, dans les morceaux donc plus petits, on va faire le pouce de la même façon, étirer toujours dans le même sens, bien sûr, pour que le grain de la peau soit le même, quand on trouve le même grain de peau ici que sur le pouce. Et après, sur les entre-doigts, qu'on appelle des fourchettes en ganterie. Très étonné par cet objet-là. À quoi il sert ? Alors c'est ce qu'on appelle la main de fer. J'ai découpé mes formes de main à la largeur de cet outil qu'on appelle la main de fer. C'est un inventeur au fin 19e qui a inventé les pointures, qui a établi cette proportion entre la pointure ici, c'est-à-dire le bord, le pourtour de la main, et la longueur des doigts. C'est une règle générale. Ça fait 1 siècle et demi. Et on travaille toujours à partir de cette règle générale. C'est fait spécialement pour les fabricants de gants. Et c'est spécifique aussi à chaque ganterie, parce que chaque ganterie avait son propre modèle. Et c'est même la richesse, l'une des richesses d'une entreprise comme la vôtre. Ah ben totalement, c'est vraiment la base de tout. Et c'est effectivement le patrimoine gantier, on va dire, de l'entreprise. Et c'est vraiment la base de toute la fabrication du gant. Ouais. Evelyne, encore un drôle d'outil, un drôle d'engin. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? N'est-ce pas ? Alors on appelle ça une main chauffante, parce qu'elle chauffe très très fort. Ah non, mais c'est carrément chaud. Ah oui, c'est chaud. Wow. C'est pour repasser le gant, donc le mettre en forme. Le gant est tellement manipulé à l'endroit, à l'envers, il est froissé, donc on le repasse. Et après ce gant, il va être porté parfois par des stars, des vedettes. Je crois qu'ici, il y a eu Beyoncé, il y a eu Melania Trump, il y a eu Carla Bruni. Carla, oui. Des fois, tu regardes les photos ou les images où tu te dis « Ah, là, c'est nos gants ». Bien sûr qu'on les regarde. On est quand même assez fiers du résultat de ce qu'on fait. Donc on est contente aussi de voir qu'elles le portent, surtout par des femmes qui sont très élégantes. La ganterie Agnelle, créée en 1937, c'est une histoire de famille. Sophie, aujourd'hui à la tête de la maison, est la 4e génération. Sophie, je te vois regarder avec beaucoup d'attention ces gants. Tu regardes tous les gants et tu les essayes carrément ? Ouais, c'est super important de vraiment les essayer, de voir si on est confortable, si ça correspond à ce que le styliste nous a demandé.
Travailler pour les grands couturiers, on le doit à ta maman, parce qu'on est dans les années 60, hein, quand t'as pas un peu la tête, c'est pas la meilleure période pour les gants. C'était le pire moment de la ganterie, 65, juste avant 68. 68, les femmes vont se libérer. Elles vont jeter gants, chapeaux, corsets. Et donc, elle va avoir ce flair de dire, OK, des grandes maisons sont en train d'arriver. Christian Dior, Saint-Laurent. Et donc, on a commencé notre histoire avec les grandes maisons à ce moment-là. Finalement, c'est par le positionnement haut de gamme, on peut dire que l'entreprise a été sauvée, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu ici à Saint-Junien. Oui, haut de gamme et aussi créatif. La curiosité un sens du service et s'adapter. Parfois, vous partez puiser dans les ressources du passé, dans les gants qui ont été créés au début de l'histoire des gants Agnelle. Alors ça, j'adore faire ça. Donc c'est des vieux livres où tous les gants étaient répertoriés. Et j'essaye de regarder ce qui aujourd'hui peut être modernisé et être dans l'air du temps. J'imagine que c'est touchant pour toi de regarder ça, les petits carreaux, les dessins à la main. Oui, alors ça, j'adore les petits festons avec les petits boutons recouverts de cuir, les formes comme ça, très, très géométriques, les petits nœuds sur le côté. C'est une source inépuisable de création, mais il faut surtout qu'on le réinterprète pour que ça fasse moderne aujourd'hui. Pour finir nos escapades, nous prenons la direction de Bosmy-l'Aiguille, au sud de Limoges. C'est ici que s'est installé il y a plus de 30 ans un artiste dont la cote sur le marché de l'art est actuellement au plus haut, Marc Petit. Au premier regard, ses sculptures en bronze peuvent effrayer, déranger. L'univers de Marc ne laisse personne indifférent. Bonjour Marc. Je rentre sur la pointe des pieds car j'ai conscience du privilège que c'est de rentrer dans un atelier d'artiste, mais encore plus lorsqu'il est en phase de création. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Moi, je suis en train de monter la main de cette sculpture. Tu procèdes comment ? C'est un plâtre à modeler ou à mouler. Avec un peu de filasse, c'est très simple, hein. C'est rudimentaire comme technique. La première fois que je l'ai travaillé, je balance mon truc, ça se met à couler. J'ai dit jamais plus je me servirai de ce matériau. Après, tu tournes la tête, il est sec. Enfin, ça me paraissait infernal comme matériau. Et aujourd'hui, que je le connais bien, puisque ça fait plus de 40 ans que je le pratique, c'est un matériau de rêve. La phase de création qu'on est en train de voir, c'est une phase de recherche. Ah, bien sûr. Moi, je ne sais pas du tout la sculpture, la tête qu'elle aura quand j'aurai fini. Souvent, je commence par un homme debout, ça finit par une femme assise. Ça ne m'intéresserait pas du tout, je ne suis pas conceptuel, si vous voulez. Je ne fais pas ma sculpture dans la tête, autrement je la ferais faire à d'autres. Quel intérêt de tripoter du plâtre, quoi. Il n'y a aucun intérêt. L'idéal, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est un rêve. Cette quête de vérité, j'imagine qu'elle n'est pas simple, mais est-ce qu'elle peut être aussi un peu douloureuse ? C'est pas anodin de faire une sculpture. Si je suis là à l'atelier en train d'essayer de faire une sculpture, il faut qu'il se passe quelque chose avec elle. C'est avec elle que ça se joue. C'est un dialogue ? C'est un dialogue et puis c'est un combat. Ah oui, carrément, un combat. Et c'est un combat qu'il faut perdre. Le sculpteur doit le perdre, c'est la sculpture qui doit gagner. Depuis 40 ans, Marc crée des statues qui déstabilisent. Ses œuvres représentent une humanité douloureuse, tourmentée, angoissée. Les corps décharnés parlent d'errance, du temps qui s'enfuit. On note un aspect plutôt sombre, voire morbide dans ton travail. Tu vois les choses de la même façon, toi, ou pas ? Morbide, non. Non, mon travail est un hymne à la vie. C'est le contraire. Par contre, effectivement, quand on le découvre pour la première fois, c'est une image sombre. En fait, en regardant la mort, on voit la vie, c'est ça ? Mais de toute manière, la mort et la vie sont impliquées complètement. Si on nous offrait l'immortalité, il n'y a rien de plus absurde. On ne ferait rien, on s'assoit et on attend. C'est parce qu'il y a la mort qu'on fait. Et ma sculpture vous dit ça. Et elle me dit, attention, tu vas crever. Mais là, je regarde par exemple ce petit bronze. Il y a un aspect, je ne vais pas dire un peu décharné, mais presque... Mais il y a les traces du temps sur mon travail. Il y a la ride.
La plus belle femme que j'ai vue était centenaire, sans doute. Mais vraiment, c'était parce qu'elle avait passé le désir de plaire. Quand dans mon travail, je trouve quelque chose qui me paraît joli, je me bagarre toute la journée, le temps qu'il faut pour l'enlever, quoi. Si on se contente du joli, on n'a aucune chance d'atteindre le beau dont on parlait. Mais tu sais, j'adore travailler le plâtre, mais je travaille le bois pourri aussi, j'adore. Le bois pourri? Oui, et des bois qui ont des matières extraordinaires comme ça, mais tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Tu l'as attrapé comment, le virus de la sculpture? À 14 ans, en grattant un caillou. En grattant un caillou? Oui, chez ma sœur, moi j'avais pas... Il n'y avait pas un livre d'art à la maison. Je ne savais pas ce que c'était une sculpture, je ne savais pas ce que c'était une peinture. Et chez ma sœur, j'ai gratté un caillou, j'avais 14 ans, avec un tournevis. Et je crois qu'instantanément, j'ai décidé que je deviendrais sculpteur. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais un cancre à l'école. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. Et là, il s'est passé un truc, j'ai dit, mais c'est incroyable. Voilà. Bon, mais déjà, là, on a une base pour travailler. C'est-à-dire qu'à partir de ça, tu vas venir intervenir dessus, comment? Après, je peux tout inventer. Après, je peux aller chercher un bout de branche comme ça et venir peut-être chercher quelque chose en imaginant que la tête va être là, quoi. Voilà, c'est vite fait, c'est pas... Ça, c'est le modèle original. Après, il a vocation à être fondu pour être tiré en bronze. Comment passe-t-on du modèle à l'œuvre finale en bronze? Pour le savoir, direction Aix-sur-Vienne, dans la fonderie de Guillaume Couffignal, l'un des artistes fondeurs les plus réputés de France. Éric et Marc vont assister à un moment rare, la coulée. D'un côté, on monte en température les moules en céramique. De l'autre, on fond les lingots de métal pour qu'ils deviennent un liquide incandescent. Ça, c'est très éprouvant, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a la chaleur, la fatigue, le poids. Le creuset, il pèse 100 kilos. Non! Le choix d'un fondeur, il est essentiel pour toi. Qu'est-ce que tu trouves chez Guillaume que tu ne trouves pas obligatoirement ailleurs? Il connaît bien la sculpture, il aime ça, il dessine, et ça fait qu'il comprend. Je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie, la mort. On est dans le feu des enfers, moi j'ai l'impression là. Les pièces qui restent incandescentes, en fait, ça a quelque chose de la flamme, la chaleur, l'ambiance, qui est une ambiance où tout le monde est très attentionné à ce que fait l'autre. Quel regard tu portes sur le travail de Marc, toi qui es aussi proche de la fabrication de ses œuvres? Moi, je crois que j'ai plusieurs regards. J'ai plusieurs regards simultanés parce que je travaille depuis longtemps, très longtemps avec Marc, donc je suis assez imprégné de son travail, j'en ai vraiment l'habitude, entre guillemets, même si ma main, c'est pas celle de Marc. Après, il faut bien distinguer les choses. La main du sculpteur qui donne le modèle et la main du fondeur, c'est pas tout à fait la même. Mais être proche de son travail, je crois que c'est de le comprendre presque maintenant sans y penser. Ouais, en quelque sorte, c'est une chose importante. Guillaume, explique-moi là ce que tu es en train de faire. Mais là, on défait le moule céramique qui emprisonne la sculpture. Le positif en bronze qui a été coulé tout à l'heure. Marc, tu reconnais déjà ta sculpture ou pas là? Là, non, je ne sais pas ce qu'il a coulé. Je ne sais pas trop. Moi, je sais laquelle c'est, par contre. Moi, je ne sais pas. Disons, faut pas que tu te trompes à l'endroit où tu tapes. On doit faire très attention de ne pas marquer la pièce. Le métal est tendre et on pourrait endommager la définition. On pourrait vraiment endommager la sculpture elle-même à ce moment-là. Donc là, c'est un peu brutal au départ. Mais après, on va décocher toutes les parties réfractaires qui entourent le modèle jusqu'à dégager complètement la sculpture. Tu ressens quoi au moment où elle apparaît, cette œuvre, toi?
Oui, c'est plein de sentiments, hein, des moments comme ça. De toute façon, on est impliqué hein, dans ce qu'on fait. On prête vraiment attention à ce qu'on fait, c'est le but, hein, à travers la transpiration des jours de fonte. Je voulais te remercier, Guillaume, et je voulais te remercier, Marc, de nous avoir fait partager ces moments. C'est rare de voir des artistes dans l'intimité de leur travail et dans leur réalité. Vraiment, merci à vous.